La guerre d'Algérie, à l'instar des autres guerres, est avant tout une histoire d'hommes. Des hommes dont on fait souvent des machines à tuer et par là même de la chair à canon. On aiguise leur esprit de guerrier à coups de discours enveloppés d'héroïsme, dont le moteur est la haine des autres et comme suprême raison la défense de la patrie et l'ordre établi. Mais quel ordre ? Depuis la colonisation de l'Algérie à coups de canon, de massacres collectifs et de déportations, le peuple algérien s'est vu spolié de ses meilleures terres et exploiter ces hommes qu'on a relégués au statut d'indigènes avec la négation de leurs droits et de leurs composantes identitaires. En 1954, le peuple algérien s'est soulevé politiquement et militairement pour recouvrer sa dignité. Les artisans de ce mouvement révolutionnaire étaient convaincus que si la France était rentrée par la force, elle ne pouvait sortir que par la force. Les événements d'Algérie, comme tentait de les qualifier l'administration coloniale, commençaient à révéler les affres d'une guerre sans nom. Le pays de la liberté, égalité et fraternité feint d'ignorer les horreurs et les atrocités commises dans l'antichambre de la 4e République. Cette guerre menée contre le peuple algérien par une puissance coloniale et appuyée par l'armée de l'OTAN était dévastatrice. La raison colonialiste a-t-elle chassé toutes les raisons ? Mais se distinguèrent des hommes, non pas par des hauts faits d'armes, plutôt par des positions courageuses et peu confortables. Claude Vinci fait partie de ces hommes dignes et lucides qui, au péril de leur vie, ont dit non à la barbarie. Peut-être que les manuels d'histoire n'ont pas retenu son nom, mais Claude Vinci a marqué cette même histoire d'une empreinte de courage intellectuel inouï. Découvrons le récit de celui qui a dit « On ne peut être que du côté des opprimés ». Je suis né en 1932, mais mes parents, eux, étaient dans la résistance. Mes parents étaient militants communistes, du Parti communiste, et étaient dans la résistance. Et à un moment donné, ils ont été recherchés très sérieusement. Donc toute la famille, mon père, ma mère, ma sœur et moi, on a rejoint le maquis qui avait été créé d'ailleurs par mon père, et on a vécu dès janvier 1944 au maquis. Je reviens un peu en arrière parce que mon père était instituteur. Et à la rentrée 31, en octobre 31, on lui a proposé 2 postes. Un poste dans le Berry et un poste à Tizi Ouzou. Ce qui fait que je suis né en 32. S'il avait choisi le poste à Tizi Ouzou, je serais né à Tizi Ouzou. Donc avec le droit du sol, j'aurais été kabyle. Pas berbère, mais kabyle. Mais malgré tout, comme je suis berrichon, tous les copains kabyles m'appellent le berbérichon. La guerre d'Algérie commençait à devenir de plus en plus critique et pesait lourdement sur l'économie et l'échiquier politique français. Le 1er février 1956, le gouvernement de Guy Mollet est installé, lui-même nomma Robert Lacoste comme nouveau ministre résident, et dès son arrivée à Alger le 9 février, il réclama l'envoi de 200 000 hommes et déclare que la France n'abandonnera pas l'Algérie. Et le 12 mars de la même année, le vote des pleins pouvoirs spéciaux par la Chambre des députés, y compris par les communistes, au gouvernement de Guy Mollet donne carte blanche à l'armée pour mater la rébellion et ce qu'il qualifie de terrorisme. En 1956, a été élu
une chambre des députés qui était une chambre de gauche et qui avait fait toute la campagne électorale sur la paix en Algérie. Et c'est Guy Mollet qui a été nommé chef du gouvernement, et au mois de mars 1956, il a fait voter par l'Assemblée nationale les pleins pouvoirs à l'armée en Algérie. Parce que ça commençait à devenir très critique en Algérie, donc il a fait voter les pleins pouvoirs. Alors, ces pleins pouvoirs, on pouvait penser, d'après la campagne électorale qui avait été faite, que ces pleins pouvoirs étaient faits pour faire la paix en Algérie. Il s'en est servi pour faire la guerre au maximum. Le rappel des disponibles en Algérie est estimé à 170 000 hommes des classes 51 à 54. Beaucoup de ces rappelés ignorent la réalité du terrain et se retrouvent au cœur d'une guerre sans merci. On tue ou on se fait tuer. Avril 56, il y a eu des rappels de contingents, et notamment mon contingent qui était le 53-1, puisque j'ai commencé mon service militaire en mars 53. Donc j'étais 53-1. 53-1 a été rappelé, a été d'ailleurs le premier contingent qui a été rappelé. Je me suis posé la question, j'y vas-tu pas? Moi j'avais très envie de ne pas y aller. Mais j'ai fait passer ce problème dans ma cellule, puisque j'étais au parti. Et la fameuse réunion qui a décidé, la réunion de cellule, il y avait à peu près tout le monde. Il y avait 22 adhérents, on était 22. On s'est retrouvés à 19 pour que je parte, contre 3 pour que je ne parte pas, c'est-à-dire les deux copains pieds noirs et moi. J'en ai parlé avec la tribu Montant, puisque je faisais partie de la tribu Montant depuis 1953, et c'était très partagé. Montant et son frère disaient il faut que tu y ailles et tu feras à l'intérieur de l'armée ton devoir de communiste. Simone Signoret, elle, qui était une battante, était pour que je n'y aille pas. Leur rappel n'était guère rassurant pour les Français, encore moins pour les familles des militaires. Il y a eu d'ailleurs des mobilisations pour dénoncer l'envoi des troupes, à l'exemple du 20 avril à Paris, gare de Lyon, où des manifestants se sont couchés sur les rails pour empêcher le départ du train des rappelés pour l'Algérie. Départ de Versailles par un train sur lequel sont chargés tous nos camions, tout le matériel, les half-tracks, les jeeps, et on a mis 8 jours pour descendre à Marseille. Parmi les rappelés, il y avait des cheminots qui connaissaient bien les trains et qui savaient que quand on coupait les tuyaux entre les wagons, ça arrête le train. Dès le bateau, tout le monde bien sûr avait mis la tenue saharienne, les patogas, le chapeau et tout ça, et bon, ils étaient tous devenus des cow-boys. Ils ne parlaient pas encore ni des Félouzes, ni des Félagas. Ça n'est arrivé qu'en arrivant en Algérie. La guerre totale. Les contingents de militaires débarquèrent sur Alger. Le 31 juillet 1956, et après l'arrivée de 139 000 hommes, le nombre total est porté à 390 000 hommes, terre, ciel et mer. L'actuel président français, Jacques Chirac, a été quant à lui affecté le 1er avril au 2e chasseur d'Afrique en Algérie. La France avait passé une commande de 300 avions légers d'intervention T6 aux USA, dont 50 livrables fin mars. Les rappelés dépêchés pour pacifier un territoire qui ne semblait pas être le leur sont transformés par l'armée en véritables guerriers.
La férocité avec laquelle ils intervenaient lors des expéditions punitives dénote de l'état psychologique dans lequel sont plongés les militaires français. Souvent, les opérations sont menées contre des civils en représailles aux actions des Moudjahidines. On a fait un petit stage dans une caserne d'Alger, où là, nouvelle étape psychologique, on nous fournit les munitions de nos armes. Alors là, on va pouvoir tuer du Félouz maintenant qu'on est armé et tout. L'état d'esprit avait complètement changé. J'ai commencé à regretter d'être parti, parce que le fameux travail du communiste dans l'armée était devenu impossible. L'armée était plus forte que moi sur le plan psychologique. Le soleil se lève et j'entends un bruit de mitraillette ou de mitrailleuse ou de fusil mitrailleur. Je dis putain, ça y est, c'est le premier jour et on est déjà attaqué. De plus, sort de la maison du patron de la ferme, un garde algérien, qui sort de la maison avec le chèche sur la tête et puis un fusil de chasse sur l'épaule. Je dis, oh bah putain, ça y est, on est foutu. Et le gars qui s'avance vers moi et qui comprend tout et qui lui dit, mais t'en fais pas mon frère. Quoi, ce que tu viens d'entendre là, mais c'est les cigognes. Il y a un nid là, juste au-dessus du château d'eau, il y a un nid de cigognes. Et tous les matins, quand le soleil se lève, les cigognes claquent du bec. Moi, j'avais pris ça pour mitraillette. Ah oui, bah oui. Mitraillette, Félouz, tuer, ennemi. C'est là le jargon qui ponctuait les discussions des nouveaux soldats. Claude Vinci, qui avait hésité à venir en Algérie, se retrouve maintenant dans la peau d'un soldat prêt à donner l'assaut pour tuer. L'eût-il imaginé? Il prend son chemin vers l'inconnu et comme destin, la guerre. On passe des gorges qu'on voyait très bien parce qu'il y avait un clair de lune magnifique, de magnifiques gorges. On traverse un village et puis on voit une pancarte après, à la fin du village, Palestro. Alors là, on savait qu'il y avait eu quelque temps avant un gros accrochage à Palestro. Entre la LN et l'armée française, et il y avait eu beaucoup de morts des deux côtés. On a pris une route vers le sud, une route qui est devenue très vite une piste, qui nous a amenés jusqu'à un barrage sur l'oued Ksob, K-S-O-B. C'est juste au nord de Msila. Et puis, on a été logé dans de très belles baraques, enfin très belles, des baraques qui étaient les baraques des ouvriers qui avaient travaillé à la construction du barrage, parce que le barrage était assez nouveau, je crois qu'il avait une dizaine d'années en 56. J'ai réussi à lancer une manif le 14 juillet 56 avec l'Algérie aux Algériens. Et tout le monde, y compris les officiers, ont participé à la manifestation, l'Algérie aux Algériens. Ils ont fait un rapport, puisque le lendemain, Robert Lacoste est venu nous visiter en hélicoptère. Robert Lacoste a pris la parole et nous a dit « J'ai entendu parler que hier vous aviez fait une petite manifestation. Je suppose que c'était pour le 14 juillet. » Et puis il s'est barré. Voilà.
La guerre va l'obliger à vivre ce qu'il a toujours redouté. Il a vécu la résistance dans le Berry et a vu les exactions de l'armée nazie qui a tué son ami Adrien qu'il considérait d'ailleurs comme un grand frère. Le 8 août 1956, et face à la fatalité de la guerre, Claude Vinci avait rendez-vous avec sa propre conscience. Le 8 août au matin, au rassemblement, comme tous les jours, le commandant de compagnie nous dit que une partie de la compagnie va partir en soutien d'une opération qui est en train de se préparer vers en Kabylie, enfin juste à l'entrée de la Kabylie, dans un endroit qui s'appelle les Portes de Fer. On est parti vers le lieu avec l'armement maximum, des fusils, plus l'arme individuelle, les armes collectives, fusils mitrailleurs, mitrailleuses, la grosse et la petite. Et à un moment donné, je ne sais plus quelle heure, les détails d'heure, il y a un énorme hélicoptère qui est arrivé, et de cet hélicoptère, dont je ne sais pas le nom non plus, je sais qu'il en a un, mais c'est un hélicoptère militaire, descendent des bérets rouges, donc les fameux paras. Un deuxième hélicoptère arrive et débarque des bérets verts, donc légionnaires, un troisième hélicoptère, un quatrième hélicoptère, un cinquième hélicoptère. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y avait 5 hélicoptères et en face, il y avait 5 douars, 5 villages sur 2 kilomètres de largeur. Et puis, il débarque et puis il monte vers les villages en tirant. Dans ces villages, dans ces douars, on voit très bien, c'est à 500-600 mètres de nous, on voit très bien, il n'y a que des femmes, des enfants. Il doit y avoir des vieillards, certainement, je n'ai pas le souvenir de vieillards, mais enfin des femmes, des enfants. On tire sur tout ce qui bouge, que ce soit bête ou femmes et enfants, on tire. Il n'y a pas d'hommes, ils doivent être tous au maquis. Enfin, les groupements de paras et de légionnaires sont arrivés sur les villages. Alors là, ça a été l'emploi de lance-flammes pour brûler les maisons, mais également, j'ai même envie de dire surtout, peut-être pour viser des femmes, des enfants qui étaient encore là et qui sont eu des torches vivantes, c'est abominable. Et pour moi qui suis berrichon, j'ai tout de suite fait le lien avec Oradour. C'était, mais alors immédiat. Nous sommes la division d'Asreich. Et on tue toute la population de tous ces douars au lance-flammes. Ça, j'ai pas pu supporter. Déjà quelque temps où je pensais à partir parce que je n'en pouvais plus. Et là, ça a été le déclic, la goutte qui fait déborder le vase. J'ai essayé de tirer, j'ai visé les paras qui étaient les plus près de moi. Et je sais pas, mon pistolet
pistolet mitrailleur s'est enrayé, ou peut-être que j'ai pas su m'en servir, je ne sais pas. Enfin, j'ai pas pu tirer, mais tout le monde m'a vu que j'essayais de tirer. Ça, c'était, je l'ai fait sans prendre garde, sans faire attention à quoi que ce soit. J'avais envie d'en tuer quelques-uns de ces SS. 10 Français. Claude Vinci est marqué à jamais. D'insupportables images de ce massacre hantent ses souvenirs. Je suis parti vers les portes de fer pour savoir plus sur cette expédition punitive. Par là même, je voulais jauger les sentiments de ceux qui ont survécu à cette tragédie. Ont-ils de la haine pour la France? Aussi, je suis parti avec l'objectif de faire connaître aux populations de ces douars l'histoire de ce soldat pas comme les autres. Sur les hauteurs de la Basse-Kabylie se dévoilaient les villages de Harraza, Lafdala et Bni Ougaïg. Des villages qui semblaient oubliés des dieux mais pas de la guerre. Dès que l'événement est évoqué, les hommes se sont mis à témoigner avec hargne, comme si la blessure datait d'hier, mais surtout sans haine. خلطيتي وتمثل كاز وتمثلي بنتين قرانين يغاداس السنيان السن تلاوينها من تلك الغابة المالية همال الكاز من موثان الاني وين يسمع على جد كل نفاس المجاهدين دوك شرقا الغابية كي قدام نروح نتخر سياقي نا كاين يد الحق الشعب ذا اين يد الحق الشعب ذا كي تنغاثن وبعد سميت تنغان بومباردي تدارت تصرغيت وليش خامس جنت ذا الصراحة تناكل هذا ما يقرب المغرب الربعة كنا نغدا شو تروح فرنسا من اللي دغر ذاك ناس المجاهدين وفادي قادني تنغاكن وهذه حضران كيني وقار غادي نغدا هنا حضران كن جمعيت عند ندميت عند إذا كنا صغارنا نقول إذا كنا لويت وتسهل كونسيس موسن 40 تراسيكل اللي قراتي سوني يقولوا مودو تساوون سي لا ريجيون داكينا انترديت C'est une zone interdite. La population, qui était d'un total soutien à la révolution, ne s'attendait pas à une telle expédition. L'armée française a voulu punir et elle a sévi. Le 20 août 1956, donc à quelques jours du massacre, le congrès de la Soumam s'est tenu non loin de ces douars. Les villageois pensent à un éventuel lien avec cette vaste opération. L'opération s'est terminée, on est rentré au camp. Je me suis retiré dans ma chambre. Et j'ai pris la décision de partir. Ça, je ne pouvais plus supporter. Alors, j'ai attendu qu'il fasse nuit. J'ai pris ma tenue de sortie. J'avais tout de même des chaussures civiles dans la valise, les quelques effets civils que j'avais, slip, les t-shirts, tout ça dans la valise. Hop, dès qu'il a fait nuit dans la Jeep et je suis parti. Je savais qu'il y avait un train Sétif-Alger et qu'il passait à 8 heures à Borge-Ridge. Donc je comptais prendre ce train. À 6 heures du matin, je suis arrivé à Bordeaux, j'ai laissé la Jeep dans un petit chemin juste à l'entrée de Bordeaux et je suis allé à la gare en tenue militaire, chaussures civiles tout de même, une petite valise. C'était le touriste qui partait. C'était plus le SS de la division Das Reich. Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle où je suis allé un été dans un pays de soleil outre-mer que certains désiraient conserver, celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle
à laquelle on m'a emmené pour m'obliger à taper sur des frères qu'au contraire j'aurais préféré aider. Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle pour laquelle on m'a forcé à incendier un doigt, porte de fer, à tuer femmes et gosses apeurés. Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle où l'on voulait me fusiller, car je refusais d'être pensionnaire au nom du pays de la liberté. Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle où j'étais du mauvais côté, du côté des gros marchands de misère, pas du bon côté des opprimés. Celle que je n'aurais pas voulu faire, vous comprendrez pourquoi j'ai déserté. Celle que je n'aurais pas voulu faire est l'une des chansons à texte de Claude Vinci, qui reflète son engagement aussi bien sur la scène politique qu'artistique. Ces albums, dont l'un fut en 1964 l'une des meilleures ventes de l'année en France, sont un hymne au romantisme révolutionnaire et aux causes justes. Il a publié un recueil de textes, De désespoir en espérance, préfacé par Louis Aragon qui écrivait « Je m'étais promis de ne plus écrire sur les chanteurs. Cependant, je tiens à déroger à ma décision, car j'ai vécu une émotion intense en écoutant et en lisant le dernier travail de Claude Vinci. Par ailleurs, il a publié La trop courte vie d'Adrien et Les portes de fer, Ma guerre d'Algérie et ma désertion. » Et je me suis retrouvé dans un train, alors bondé, complètement bondé. J'étais serré contre deux jeunes d'une vingtaine d'années, mais complètement serré, comme à 6 heures du soir dans le métro de Paris. Et je me suis dit, mais j'étais en militaire, hein. Je me suis dit, putain, ils ont un couteau dans la poche et je vais recevoir un coup de couteau ou un coup de poignard dans le ventre, c'est pas possible. C'est trop facile. Et ils auraient été applaudis par tout le monde et je trouvais ça normal puisque me sentant un SS de la division d'Asreich, c'était normal de le bousiller. Et moi qui avais des adresses de copains qui m'avaient été données par les 2 copains pieds noirs que j'avais à Levallois, je me suis rendu chez un de ces copains qui était membre du Parti communiste algérien. Ça, je le savais par les copains de Levallois, qui m'a reçu et qui était prévenu que Claude Vinci risquait de leur rendre visite, mais pas en tant que déserteur. Et le lendemain matin, on a rencontré un des responsables du PCA, auquel je dis, je suis en Algérie, là, je viens de déserter de l'armée française, mais je suis prêt à entrer ou dans la LN, ou dans vous, Maquis, les Maquis rouges, puisque c'était l'époque 56, août 56, c'était l'époque où il y a eu la création des Maquis rouges, dont le fameux maquis du sous-lieutenant ou lieutenant Maillot. Eh ben, on a rencontré un responsable du FLN à Alger qui m'a dit, en me voyant, qui m'a dit mais je vous connais, vous n'êtes pas Claude Vinci? Je dis si, oui, je suis Claude Vinci, oui. Je vous ai vu chanter l'an dernier au Milor-Larsouille et à la Colombe.
qui étaient des cabarets parisiens. Et il m'a fait rencontrer d'autres responsables, on a discuté assez longuement. Et les responsables du FLN m'ont dit, tu te rends compte, si tu te retrouves dans la LN, d'abord, il n'est pas sûr que tu sois reçu comme ça les bras ouverts par les Algériens, un ex-soldat français, c'est pas sûr du tout que tu sois accepté. Et tu risques de te retrouver dans une situation face peut-être à tes copains du barrage du Xab, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peut-être reconnaître des copains, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas possible ça. Les frères du FLN m'ont récupéré un billet d'avion, ils avaient des entrées un peu partout, hein. Et je suis parti dans le même avion que Mustapha. C'est le 13 août que je suis rentré à Paris et qu'on se retrouverait à 7h du soir, le 13 août, dans un café qui est juste en face de la closerie des Lilas. Je retrouve le fameux Mustapha qui me présente un dénommé André. Et qui me dit, c'est avec André que maintenant tu auras des contacts, c'est lui et lui seul, avec personne d'autre, c'est André. Il est l'un des trois de la direction de la Fédération de France. Claude Vinci n'a pas hésité à s'impliquer directement dans les activités de la Fédération de France du FLN. Il a pris la responsabilité et par là même le risque de travailler pour une organisation clandestine qui finançait directement la Révolution. Déserté de l'armée française, puis travailler contre cette institution, Claude le faisait avec conviction. Il savait qu'elle ne faisait que pérenniser un système négateur de tous les droits du peuple algérien. La Fédération de France du FLN était d'un apport considérable pour la lutte armée que menait l'ALN, ainsi qu'aux différentes activités politiques du GPRA. Elle a eu le mérite d'avoir porté la Révolution au cœur de la métropole française. Nous avons approché un de ses responsables, Maître Ali Haroun, auteur du livre « La 7e Wilaya ». Il va tenter de nous éclairer sur cette structure et l'apport de ceux qu'on appelait communément les porteurs d'espoir. La Fédération de France a joué un rôle remarquable au cours de la lutte de libération nationale. Malheureusement, ce rôle a été assez occulté. Quel a été son rôle? De façon très très schématique. Premièrement, structurer l'émigration algérienne en France et l'amener à adhérer au FLN. Autre rôle, c'était un rôle aussi important qui était de faire connaître à l'opinion publique française les positions du FLN. Alors le dernier, je l'ai laissé à la fin, c'est l'apport logistique et financier. Grosso modo, à la fin de la guerre, les années 60, 61, 62, on peut dire que l'apport de la Fédération de France était de l'ordre de 600 millions par mois à l'époque, ce qui était énorme. Ce qui représentait pratiquement les 80% du budget de fonctionnement du GPRA. Beaucoup d'artistes engagés, généralement de gauche ou d'extrême gauche, ont été très sensibles à nos positions, ont compris la position du FLN et la justesse de la lutte du peuple algérien pour son indépendance, et nous ont aidés. À ce titre, deux grandes figures du monde artistique parisien, Yves Montand et Simone Signoret, ont démontré leur soutien à la cause algérienne en offrant l'asile à Vinci le déserteur. Claude a passé plus de 2 mois dans leur maison de vacances à Auteuil en Normandie avant de reprendre contact avec les responsables de la Fédération de France du FLN qui lui ont confié une haute et délicate mission. Ils m'ont
Ils m'ont donné comme responsabilité, rapidement, enfin tout de suite, d'être l'arrivée de toutes les cotisations mensuelles qui étaient relevées dans toute la France. J'étais en haut de la pyramide du fric. Toutes les valises, les fameuses valises, les porteurs de valises, toutes les valises arrivaient chez moi, à Neuilly. Au fur et à mesure que la lutte se développait et devenait de plus en plus difficile, l'aide des Français devenait de plus en plus utile, pour ne pas dire nécessaire. Quand vous ramenez les finances de Marseille, qui représentent 50, 100 millions pour les monter à Paris, vous n'allez pas les donner à un Algérien dont le faciès est typique et qui, au premier barrage, se fera intercepter. Donc on le donne à un Français qui, lui, s'arrange, soit en une seule fois, en 2 fois ou en 3 fois, de transporter cela à Paris. C'est eux qui sortaient dans les pays limitrophes, en Belgique, en Allemagne, en Suisse. Vinci risquait gros s'il se faisait repérer, mais son dévouement pour la cause était total. Être du côté des opprimés, c'est l'être en toutes circonstances. Opprimés étaient toujours les Algériens, même sur le sol français. Le couvre-feu puis les tragiques événements du 17 octobre 61 qui ont découlé, Claude en témoigne. Le 17 octobre 61, j'ai emmené le fameux trio de tête, je les ai planqués parce que c'est tout de même eux qui avaient donné l'ordre. Ils décident de faire une très grosse manif, mais une manif pacifique, et ça, moi j'ai assisté, c'était mais vraiment impératif, hein. Pas d'armes, même pas un couteau, même pas une lime à ongles, rien. En février 62, j'ai été chargé de coordonner justement avec les avocats l'évasion de Fresnes. Lorsqu'un militant d'une noble cause est arrêté, La première chose à laquelle il pense, c'est de s'évader. Lorsqu'une évasion avait lieu, elle s'organisait de part et d'autre. Il devait sortir 3 personnes. Moi, je prépare 3 planques, dont une chez Juliette Gréco. Il y a presque des chanteuses, une chez Francesca Solville et une chez Lise Medini, des chanteuses, toutes les 3. Cette évasion avait été effectivement préparée de l'intérieur par un groupe dans lequel il y avait Amroun, Belkaïd, Zouaoui et d'autres. Il y a un tunnel qui est commencé, on va le terminer, un tunnel sous les 2 murs, parce qu'il y a 2 murs. Eh bien, ils ont eu la chance d'avoir parmi les détenus, et les détenus algériens avaient de tout. Il y avait des mineurs. Donc c'est les mineurs qui, eux, ont dirigé l'opération. Ils ont creusé pendant qu'on jouait au football. D'abord, ils devaient sortir vers 11h du soir. Ils sont sortis à 2h du matin. Comme d'autres l'ont appris, eh ben, ils ont dit, nous aussi, on s'évade avec vous. Donc il y a eu un petit peu une bousculade ce soir-là. Et comme ceux qui n'étaient pas au courant ne savaient pas par où on allait s'évader, et ils sont accrochés à ceux qu'ils considéraient comme les responsables et les auteurs du projet d'évasion. J'avais préparé pour 3, et ils étaient 13, qu'on a bourré dans les 3 bagnoles, et on a amené les 13, plein de boue, à la première planque, à les Roses. Et d'après, c'est Belkaïd qui me le raconte, ils sont restés à discuter avec les autres qui voulaient faire un grabuge pour partir, jusqu'au moment où, à 1h ou 1h30 du matin, les sirènes se sont mises à sonner. Là, Belkaïd a appris que
c'était fini, ils étaient partis. Et en réalité, une partie s'est évadée, mais l'autre partie ne s'est pas évadée, elle s'est dévouée pour rester sur place. C'est en comptant les morts qu'on se rend compte de l'absurdité de la guerre. S'ensuit la guerre des chiffres. 1 500 000 morts côté algérien, 60 000 morts côté français. Mais la vie des hommes est-elle une histoire de chiffres? Claude avait dit non à la machine de guerre. Le temps a fini par lui donner raison. Le général de Gaulle, rappelé à la rescousse de la 4e République en 1958, offre une proposition de paix des braves au FLN, puis comprit la nécessité de l'autodétermination du peuple algérien. Le 5 juillet 1962, l'Algérie recouvre son indépendance, elle pense ses blessures, mais aussi pense à Claude Vinci, même quelque peu en retard. En 1980, les autorités algériennes lui décernent le titre de Moudjahid d'honneur. Et c'est à juste titre pour un homme qui a servi avec dévouement un pays qui n'était pas le sien. Maintenant, l'Algérie est sienne. Ses convictions de révolutionnaire internationaliste l'amenèrent à continuer à travailler pour une autre cause, la Palestine. Il convoyait les fonds pour la cause palestinienne jusqu'en 1992. Ah oui, on peut pas arrêter parce que après la guerre d'Algérie, quand Mohamed Boudia est revenu en France en 65, Tu as continué quand même. et oui, pour l'OLP. D'ailleurs, Boudia a été tué par le Mossad en 73. Donc j'ai travaillé avec Boudia pour l'OLP. Vinci le pacifiste est un membre du mouvement de la paix et de l'ARAC, Association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre, qui ont pour devise « faire la guerre à la guerre ». Pour lui, la loi du 23 février est une honte. Il milite pour que la France reconnaisse son passé colonialiste jusque dans les mots. À ce titre, la plaque commémorative arborée en bas de l'Arc de Triomphe à la mémoire des soldats morts en Algérie. Inauguré en grande pompe par M. Chirac, une plaque. Je ne l'ai pas vue encore, il faut que j'aille la voir tout de même, parce que j'ai l'intention de la démolir, même si je vais en tôt la presse, elle sera démolie avant que je ne meure. Je ne l'ai pas encore démolie, mais c'est vrai, j'ai l'intention de la démolir, parce que moi, la plaque devrait être aux victimes du colonialisme français. Voilà. Claude Vinci est intraitable concernant la mémoire, et la défendre est une façon pour lui de continuer la lutte. François Mitterrand a voulu décorer Vinci de la médaille de la Légion d'honneur pour son passé dans la résistance. Claude lui a signifié ce que le mot résistance voulait dire. En 83, j'étais à l'hôpital Saint-Antoine. Et ma fille vient me voir un après-midi et elle me dit, voilà, il y avait un message sur le répondeur, il faut que tu rappelles l'Élysée, Madame Dayan, avec le numéro, je rappelle l'Élysée, Madame Dayan. Et je tombe sur une dame qui me dit, voilà, le président a l'intention de vous donner la Légion d'honneur, parce qu'on a appris que quand vous étiez adolescent, vous avez vécu au maquis, alors voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, puisqu'il faut l'acceptation. Vous savez, je lui dis, vous savez, moi c'est ce genre de truc. Laissez-moi réfléchir 48 heures. Ah, c'est ça. Je vous rappelle dans 48 heures. Et elle me rappelle dans 48 heures. Elle me rappelle à l'hôpital parce que je lui ai donné le numéro de l'hôpital direct. Elle me rappelle 48 heures après.
Et elle me dit, ben, gênée, je la sens gênée au bout du film. Elle me dit, voilà, on ne savait pas, mais on a appris, vous vous souvenez, ce que je vous ai dit avant-hier, entre-temps que vous aviez déserté en Algérie, alors, ce que je vous ai dit avant-hier, ça n'est plus valable. Alors à brûle pour point, et ça j'en suis fier, j'en suis heureux, moi j'ai répondu, ah ben c'est bien dommage, parce que si vous m'aviez dit avant-hier que le président voulait me donner la Légion d'honneur parce que j'avais déserté en Algérie, je vous aurais dit oui tout de suite. Quelqu'un comme Jean-Paul Sartre n'a jamais porté une valise. Par contre, sa déclaration publique, ça vaut 1000 valises. En août 1960, initié par Jean-Paul Sartre, le manifeste sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie est une déclaration de soutien pour la cause algérienne. Les 121 signataires énoncent. Nous respectons et jugeons justifié le refus de prendre les armes contre le peuple algérien. Nous respectons et jugeons justifié la conduite des Français qui estiment de leur devoir d'apporter aide et protection aux Algériens opprimés au nom du peuple français. La cause du peuple algérien qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial est la cause de tous les hommes libres. Vous avez Laurent Schwartz, qui était l'un des plus grands mathématiciens. Il a signé la déclaration des 121. Vous m'aviez parlé de Simone Signor et Yves Montand, etc. Tous ces gens-là qui ont signé, qui ont apporté leur contribution, c'était aussi important, sinon plus, que l'anonyme qui a apporté une valise. Parce qu'il fallait, comme on l'a dit tout à l'heure, convaincre le peuple français de la justesse de la lutte de libération algérienne. Donc, Claude Vinci fait partie de tout ce monde. Mais je crois que ce sont des gens qui ont eu le mérite de voir clair dans l'avenir de leur propre pays. Sur les principes de Gandhi, c'est pareil, là, je suis plutôt d'accord. Encore une fois, la mise en pratique a été difficile, a été impossible jusqu'à maintenant. Mais c'est peut-être une utopie aussi, ça n'est pas irréalisable. L'utopie, c'est ce qui n'est pas encore réalisé, mais qui est réalisable. Revenons à ce que disait Voltaire. Je crois qu'on peut terminer avec ça. Voltaire a dit quelque part, je m'oppose à vos idées, mais je combattrai toute ma vie pour que vous ayez le droit de les exprimer librement. الدينار دارجا سي ان تيب يعاون الجيري يعاون الجيري من تا انفانو كاين يتصور داكينا التنف كان السبيطار قلب ديدا ما إلا يدر مازال يدل عليه ما يموت في يرحم ربي هاد اللي ناس يرحم ربي لا خاطر نكوي لانديبوندونس لي بور دو فير ما غير d'Algérie ma désertion. Il faudra longtemps beaucoup du meilleur de soi pour que la lance devienne teint, pour que le sabre soit vie, pour que le fusil crie bonheur. Mohamed Boudia, 1963. En 1956, Claude Vinci y avait répondu, déserté. Ce genre de guerre impérialiste, désertion, alors là, oui, bien sûr. Ah oui, désertion, oui. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre.